Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le canal 27 de la TNT. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Guy Birenbaum est là aussi et Gilles Bernstein également. Et notre invité ce matin est président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. La tragédie se poursuit à Alep en Syrie. Les forces syriennes et russes sont en train d'investir la ville. Tout le monde redoute un massacre, même si une trêve semble observée durant ces dernières heures. On a un peu de mal à se faire une vision exacte de ce qui se passe actuellement sur le terrain. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve, lors de son discours de politique générale, a évoqué la situation à Alep. Je vous propose de l'écouter. Jamais nous n'accepterons, au nom d'un prétendu réalisme, de nous allier aujourd'hui avec les responsables du martyre d'Alep. Ce sont les mêmes qui ont laissé Daesh reprendre Palmyre. Nous n'avons pas été coupables d'indifférence par rapport à ce qui se passe en Syrie et notamment à Alep durant ces derniers mois. Ce n'est pas durant ces derniers mois, c'est depuis le début. Il fallait intervenir avec une coalition internationale. Or, on s'est laissé piéger dans deux coalitions internationales, c'est-à-dire à refuser dès le départ de parler avec les Russes. Eh bien, on a effectivement, ça nous a conduit à cette situation. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le cessez-le-feu et l'évacuation doit se faire vraisemblablement sous le contrôle de la communauté internationale. Mais l'erreur de départ, c'est de ne pas avoir eu la capacité de conduire une communauté internationale à intervenir et de le faire sous mandat de l'ONU. C'est ce que nous avons demandé depuis le début pour ce qui concerne le groupe des Républicains. Comme le partenaire russe précisément n'a jamais été très conciliant et n'a jamais voulu participer à une coalition, c'était difficile effectivement d'être avec lui. On entend dans les propos du Premier ministre ce reproche induit quand il dit que certains sont complaisants avec ceux qui ont conduit à cette situation. Quand Bernard Cazeneuve le dit, il vise notamment les propos conciliants que François Fillon a vis-à-vis de Vladimir Poutine de manière générale. Non, c'est l'incapacité de François Hollande à avoir un quelconque leadership depuis le départ. C'est ça la réalité. D'avoir refusé. Non, mais je voudrais juste aller au bout. D'avoir refusé de parler avec Vladimir Poutine. Rappelez-vous de François Hollande qui disait j'ai des contacts indirects. Mais on avait envie de lui dire, Monsieur Hollande, vous êtes président de la République française. Parce que ça veut dire qu'il fallait à ce moment-là. Il y a aussi une responsabilité des Américains. Je vous rejoins là-dessus. C'est-à-dire sur le fait que effectivement, Barack Obama a fait ce pas de deux et il y a une responsabilité internationale. Mais la France a toujours su, à l'exception de François Hollande, quels qu'étaient ses chefs d'État sous la Ve, d'avoir cette capacité de se situer entre les deux grands, en quelque sorte, et d'être... À certains moments de son histoire, les présidents de la République française ont été ceux qui ont pu rassembler. Et là, François Hollande a été inexistant. Pardon, monsieur Jacob, mais avant que ce soit la faute de François Hollande, est-ce que c'est pas un petit peu la faute de Vladimir Poutine, ce qui se passe ? Je pense qu'on a déconsidéré les Russes. Souvenez-vous de la manière dont se sont passées les choses en Ukraine, les sanctions françaises, les listes de représentants russes qu'on a interdites, et donc avec une réponse d'ailleurs de la Russie occidentale, tout à fait. Oui. On dirait que condamner Poutine, c'est quand même ça, vous y arrivez pas, quoi. Ah, mais c'est pas l'histoire ne se situe pas comme ça, c'est de parler avec tout le monde et de refuser au Moyen-Orient et en Syrie d'intégrer la Russie aux discussions et de dire on ne parle pas avec les Russes. Ça a été une erreur fondamentale, mais une erreur également de Barack Obama qui n'a jamais eu de position claire sur le sujet. Mais ce qu'on disait à l'époque, pardonnez-moi Jean-Michel, ce qu'on disait à l'époque, c'est que nous, la position de la France, c'était on ne parle pas à Bachar el-Assad. Donc à ce moment-là, on ne pouvait pas effectivement parler à la Russie puisque Bachar el-Assad et la Russie se parlaient. Est-ce que ça veut dire qu'il fallait parler avec Bachar el-Assad ? Est-ce que le problème, à la base, il ne fallait pas avoir ce genre de politique-là ? On est dans une guerre, il faut avoir un but de guerre. Le but de guerre, c'était d'éradiquer Daesh. On ne pouvait pas conduire deux buts de guerre. On a toujours été sur cette ligne que l'avenir de la Syrie ne pourra pas se faire avec Bachar el-Assad. Il n'empêche que la priorité, c'est l'éradication de Daesh. Et on ne peut pas être sur deux fronts. Non, d'accord, mais enfin, Daesh existe toujours, je suis d'accord. Mais enfin là, le sujet, c'est Alep. Mais il y a pas le problème, c'est qu'il n'y a pas de coalition internationale. Et je vous dis, aujourd'hui, dans le drame d'Alep, c'est au moins de faire en sorte qu'il y ait une coalition internationale pour faire en sorte que le cessez-le-feu et l'évacuation des civils puissent se faire dans les conditions, je ne vais pas dire les meilleures, les moins dramatiques qui soient. Il y a quelque chose qui se joue quand même dans les démocraties occidentales autour de Vladimir Poutine. On a noté que John McCain, puisque le débat américain porte aussi sur cette question de la relation avec Poutine,
a qualifié le président russe de brute et d'assassin, je le cite. Et on a quelquefois l'impression qu'en France, il y a une forme de complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine. On voit comment se comporte l'armée russe en Syrie. On a vu comment elle s'était comportée en Tchétchénie avec une sauvagerie qui n'est peut-être pas digne d'une nation civilisée. Mais ça ne vous inquiète pas, ça ne vous alerte pas? C'est de faire de la réelle politique. La réelle politique, c'est tout simplement... C'est tout accepter, la réelle politique? Non, mais c'est de mettre tout le monde autour de la table. Et s'il n'y avait eu qu'une coalition internationale avec les Russes, les Américains, les Européens dedans, on n'en serait pas là. Et d'avoir voulu d'emblée écarter les Russes de cette coalition sur ce secteur géographique, c'est une erreur. C'est une erreur. Le comportement de l'armée... ça démarre de là. Le comportement de l'armée russe, le comportement de l'armée russe et l'aide qu'elle apporte à l'armée syrienne qui peut gazer son peuple, qui peut envoyer des barils de dynamite sur les civils. C'est pas une question, c'est pas un problème. Non, mais la question, c'est pas une limite. Attendez, c'est où est la France, où est l'Union européenne, où sont les États-Unis? Alors effectivement, dans la mesure où d'emblée, je vous dis, on n'a pas eu cette réflexion sur une coalition internationale. Et encore aujourd'hui, on a les États-Unis qui sont en passation de pouvoir, un président français qui est démissionnaire, donc qui n'existait pas avant, mais qui existera encore bien moins dans les 5 mois qui viennent. Et l'Union européenne non plus, qui n'existe pas. Mais vous donnez, sous prétexte qu'on se serait trompé il y a 3 ou 4 ans, aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi. Non, mais il ne s'agit pas de dire on fait n'importe quoi, mais qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui si on ne fait rien? Et donc, le seul moyen de revenir à ça, c'est de recréer cette coalition internationale. Il n'est jamais trop tard pour rattraper les choses et de remettre tout le monde autour de la table. Tant qu'on ne le fera pas, les Russes ont un but de guerre que l'on connaissait dès le départ parce qu'ils ont des intérêts stratégiques là-bas. Et nous, on n'a pas de position. Mais donc, on remet tout le monde autour de la table, malgré ce que même l'ONU appelle des crimes de guerre, malgré... D'abord, on sauve les civils. On essaie de faire au mieux. Et pour sauver les civils, si la communauté internationale ne se mobilise pas pour protéger et évacuer les civils, eh bien, les massacres risquent effectivement de continuer. Donc, c'est ça la priorité. Il est 8h40 sur France Info. On se retrouve dans 90 secondes avec Christian Jacob et c'est Bintili Diallo pour l'info. La France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, demande la présence d'observateurs des Nations Unies à Alep. Le but, superviser l'évacuation des civils et des rebelles des quartiers Est. L'opération prévue ce matin n'a pas encore débuté. Le cessez-le-feu, lui, semble tenir bon. 288 voix pour, 32 contre. L'Assemblée nationale vote largement pour la prolongation de l'état d'urgence en France jusqu'au 15 juillet. Le Sénat, lui, se prononcera demain pour cette 5e prolongation depuis novembre 2015. Le gouvernement met en avant le risque terroriste et les futures échéances électorales. Le 3e jour du procès de Christine Lagarde devant la Cour de justice de la République. La directrice du FMI poursuivie pour négligence dans l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais en 2007. Elle était à l'époque ministre de l'économie. Moment très attendu aujourd'hui, le témoignage de Stéphane Richard, ancien directeur de cabinet devenu depuis le patron d'Orange. Aux assises de l'Isère, 5 ans de prison dont 2 fermes pour une femme de 58 ans, condamnée pour le meurtre de son mari violent, frappé pendant 35 ans. Elle l'a abattu dans son sommeil de 2 tirs de fusil de chasse, une affaire qui rappelle celle de Jacqueline Sauvage. Le quartier des hommes de la prison de Fresnes pointé du doigt, 3000 détenus entassés et un traitement inhumain et dégradant d'après la contrôleure générale des prisons. Son rapport formule des recommandations en urgence sur la surpopulation, la présence de rats, la violence quotidienne ou encore le manque de personnel. Et c'est Christian Jacob qui est avec nous dans l'émission politique ce matin. Question, c'est Gilles Ponstein. Oui, on a un petit peu du mal à comprendre la position de votre candidat François Fillon sur la sécurité sociale. Je ne doute pas que vous allez nous l'expliquer. En tout cas, Bernard Cazeneuve l'a taclé hier lors de son discours de politique générale. On l'écoute. Et quand certains dans cet hémicycle se situent dans une perspective de déremboursement des dépenses de santé, mon gouvernement, lui, agira inlassablement pour renforcer le droit de nos concitoyens à se faire soigner. Alors, qu'est-ce qu'il veut exactement, François Fillon ? Bon, écoutez, les choses sont assez simples. Il y a un constat qui a été fait sur la situation de l'assurance maladie, de la sécurité sociale, c'est largement. Et aujourd'hui, il est attaqué sur des procès d'intention, on l'a vu par Bernard Cazeneuve. Nous, ce que l'on dit sur la sécurité sociale, d'abord, il faut revenir sur un certain nombre de réformes qui ont été portées par la gauche, c'est-à-dire d'avoir ouvert les vannes de l'AME, l'aide médicale d'État. Je vous rappelle qu'on avait mis en place un panier de soins et en même temps un droit de timbre. C'est pas ça qui est attaqué. Non, mais
il faut rappeler la situation de la gauche. Aide médicale d'État, tiers payant, tout ça on connaît. Oui, mais c'est pas anecdotique. Ce qui a alerté et provoqué le trouble, y compris parmi les députés que vous présidez, ce sont les propos ambigus, il faut bien les qualifier comme ça, de François Fillon, qui, quand il était candidat à la primaire, ça figurait sur ses propositions de campagne. Ça vient d'être retiré de son site internet, mais on va voir, la phrase va s'inscrire sur les écrans, je vais la lire pour nos auditeurs. Il faut focaliser, a dit François Fillon, l'assurance publique universelle, notamment sur les affections graves de longue durée, et l'assurance privée sur le reste. Donc, la sécurité sociale ne remboursera pas autant qu'elle rembourse aujourd'hui. Ça crée un trouble quand même. Vous en convenez, Christian Jacob? Convenez que c'est une phrase qui est extraite. Elle est disparue. Non, mais bien sûr. On en a pris une, là, voilà. Oui, c'est beaucoup plus long que ça. Ça change complètement de nature que ce soit 5 phrases plutôt qu'une. Mais au-delà de ça... C'était l'histoire des C'est poignets. un document entier qui a disparu, Monsieur Jacob. C'est pas 2 phrases comme ça, c'est un document entier. Ça crée le trouble. Vous convenez du trouble quand même, dans votre camp? Non, moi je n'ai pas d'état d'âme sur le... Vous non, mais certains de vos amis, sur le sujet, j'en ai jamais eu, et d'ailleurs je l'ai toujours dit publiquement, on fait des procès d'intention qui ne sont pas justifiés. C'est-à-dire qu'on explique que François Fillon va privatiser l'assurance maladie, la sécurité sociale, va massacrer notre système de protection sociale. C'est exactement les mêmes critiques que l'on portait au moment de la réforme des retraites en 2003. Exactement les mêmes. La réalité, c'est que la réforme de 2003 a permis de sauver notre système de retraite. Donc, soyons, ayons un peu plus de prudence et regardons quand même la situation dans laquelle on est, parce que c'est pas anecdotique le tiers payant généralisé chez les médecins, c'est la déresponsabilisation totale. L'aide médicale d'État, ça n'est pas anecdotique. On a ouvert les vannes en grand. Est-ce que François Fillon propose de moins rembourser les soins de santé par l'intermédiaire de la sécurité sociale? Il a redit hier... Donc rien ne va changer. Il a redit hier clairement qu'il, d'une part, il était hors de question, il n'avait jamais parlé de privatisation. D'accord. Ensuite, que le système de remboursement serait maintenu. Maintenant, il y a d'autres réformes sur la gestion donc, qui peuvent être... Mais remboursement maintenu, déjà ça nous suffit. C'est-à-dire, ce qu'il a pu dire entre les 2 tours de la primaire, nous ferons un panier de soins, certaines choses seront remboursées par la sécurité sociale, d'autres par les assurances privées, ça ne vaut plus. C'est caduc. Non, il a maintenu le remboursement, c'est ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il va redire. Vous savez, attendez, vous avez juste de longue durée et grave. Ça, est-ce que c'est maintenu ou est-ce que c'est supprimé? Vous avez juste 1 heure à attendre, puisqu'il va ce matin réintervenir sur ce sujet. Il visite un hôpital et il va intervenir dans le détail. Donc, sur les principes généraux, je dis qu'il est hors de question, et François Fillon l'a rappelé, de quelconque privatisation, quelque chose qui puisse y ressembler. Ensuite, qu'on n'est absolument pas dans une logique de déremboursement. En revanche, les vannes ont été ouvertes par ce gouvernement et par cette ministre, et donc il convient de colmater effectivement les vannes, ce qui s'est passé, encore une fois, l'AME, le tiers payant. Également sur la fiscalisation qui a touché les classes moyennes de plein fouet, la fiscalisation des cotisations familiales, mais aussi des cotisations de l'assurance maladie, qui ont eu des conséquences importantes. Il y a eu un petit flottement quand même, là, chez François Fillon. On est obligé d'en convenir. Écoutez, quand même. Moi, je n'ai pas d'état d'âme sur le sujet. Je dis pas je ne suis pas inquiet. Je suis sûr que vous allez être rassurés. Et vous allez être les meilleurs promoteurs de son projet dans quelques heures. Un document entier a disparu du projet, mais tout va bien. Non, pas un document entier. Alors, écoutez... L'autre point qui a été... Non, il faut sortir de vos fantasmes. Les fantasmes. Vous voulez qu'on vous imprime le PDF en régie? Oui, mais bien sûr. Ah bah écoutez, on peut le faire. Christian Jacob, l'autre point qui a été critiqué dans le programme de François Fillon, c'est la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Est-ce que vous pouvez nous assurer ce matin que ça ne bougera pas et que, au moment des élections, François Fillon proposera toujours la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires? Oui, je pense que l'on peut tout à fait, sur le quinquennat, faire ces 500 000 suppressions de postes. Vous savez, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a tout d'abord la réforme du temps de travail, qui concerne aussi l'hôpital, sur l'augmentation du temps de travail, le passage des 35 heures aux 37 et 39 heures. Donc ça, c'est tout à fait possible, et ce qui permet de redonner de la marge. On fait travailler plus les gens qui sont en place.
Voilà. Pour compenser et payer davantage. Et payer davantage. Ah, et payer davantage. Ouh, ça va coûter cher. Bien ça. entendu. Attendez, parce qu'au début, Mais c'était non, 39, oui. payé 37. Non, regarde, non, mais on peut caricaturer à souhait. Caricature, le mot-clé est venu. Oui, caricature. oui. Votre élément de langage à tous, nous caricaturons. Très Mais bien. parce que vous en êtes un adepte excellent. C'est Oui, pour ça que ça j'en parle. part. Donc, Attendez, alors, vous êtes pas gentil avec lui, là. je reviens sur le déroulement de carrière et progression salariale dans la négociation salariale. C'est ce qu'il a dit, mot pour mot, et c'est ce que l'on retrouvera. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres points où on peut avancer, par exemple dans les collectivités territoriales. Je vais vous prendre un exemple concret. Moi, je suis maire de Provins. Dans ma collectivité, lorsque je recrute un plombier, un maçon, un électricien, en fait, je le recrute pendant 60 ans. Pendant 60 ans, il est à la charge de la collectivité, à la charge de mes contribuables. Activité plus retraite. 40 ans d'activité, 20 ans de retraite, donc pendant 60 ans, il est à la charge des contribuables. Est-ce que si demain, je le recrutais en CDI, est-ce que ça changerait fondamentalement les choses? Il ferait le même métier et il aurait sans doute... C'est pas une suppression de poste, ça c'est autre chose. Mais il aurait un déroulement de carrière qui serait différent et qui permettrait de pouvoir restructurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regroupe, quand on fait des intercommunalités, avec le statut de la fonction publique, c'est très compliqué de restructurer. Ou même, j'ai été ministre de la fonction publique, de faire bouger d'un cadre d'emploi à un autre. Vous n'allez pas changer ça, on peut le faire. Vous n'allez pas changer le statut des gens. Non, mais on peut offrir d'autres possibilités qui permettent de restructurer et de réduire les postes. Et donc, je pense que cet objectif des 500 000 est tout à fait tenable. François Fillon doit-il faire reconnaître avant l'élection les administrations qui seront concernées par ces suppressions de postes? Je pense qu'il va rentrer dans le détail, effectivement, de ces propositions, avec le temps de travail, qui est un sujet important, avec aussi d'autres possibilités de réforme sur les missions de services publics qui vont être conduites, et ça va venir, c'est le cadre de la campagne. Et donc, il faut dire avant l'élection combien d'infirmières, d'enseignants, de profs, d'infirmières, de policiers seront supprimés. Ça n'est ni les infirmières, ni les policiers. Je viens de vous prendre un exemple concret. Vous savez, on parle bien des choses qu'on connaît bien. Moi, je vais parler de ma mairie. Donc, c'est concret. On sait de quoi on parle. Et la collectivité. Et la fonction publique territoriale est une fonction publique importante. Et il est 8h50 sur France Info. Voici l'essentiel en 90 secondes avec Victor Matet. Greenpeace veut alerter sur la situation financière d'EDF. Plusieurs dizaines de militants bloquent depuis ce matin l'entrée du siège national dans le 8e arrondissement à Paris. Greenpeace qui dénonce aussi des soupçons d'anomalies sur certains réacteurs nucléaires. Leur interpellation avait provoqué des violences à Beaumont-sur-Oise fin novembre. 2 des frères d'Adama Traoré sont jugés aujourd'hui en comparution immédiate à Pontoise pour des violences et des outrages sur des gendarmes et des policiers municipaux. Adama Traoré, c'est ce jeune homme de 24 ans mort l'été dernier lors de son interpellation. Depuis, ses proches accusent la police de l'avoir tué. L'évacuation de milliers de civils et rebelles devait commencer ce matin à Alep après un accord de cessez-le-feu, mais l'opération est retardée d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La ville est en guerre depuis 4 ans et sous d'intenses bombardements depuis 4 mois. Les ONG parlent du plus grand drame humanitaire du XXIe siècle. 3 jours après l'attentat dans une église copte du Caire, Daesh revendique l'attaque. Un kamikaze a tué 25 personnes en déclenchant sa ceinture explosive. Les autorités égyptiennes ont déjà procédé à 4 arrestations. En football, l'Olympique de Marseille retrouve ses doutes. Élimination surprise de la Coupe de la Ligue. Sochaux s'impose au tir au but et file en quart de finale. En revanche, Nantes se refait une santé en battant Montpellier 3-1. Dernière partie de l'émission politique sur France Info avec Christian Jacob. Ce matin, question Jean-Michel Apathy. L'Assemblée nationale a voté hier soir la poursuite de l'état d'urgence jusqu'à la mi-juillet. Alors, bien sûr, on comprend que la menace est toujours importante. On se demande quelquefois à quoi sert l'état d'urgence. Vous l'avez voté, Christian Jacob? Oui, tout à fait, je l'ai voté. Pourquoi? À quoi ça sert? D'une part parce que cela donne des moyens supplémentaires à nos forces de police et de gendarmerie. Ça donne des moyens d'intervention rapide, d'assignation à résidence. Et donc, dans une période comme celle-là où la menace reste importante, vous savez, sur ce débat, et c'est le rôle de l'exécutif. L'exécutif a des informations que nous n'avons pas et on doit marcher sur une relation de confiance. Et moi, le Premier ministre nous confirme hier que la menace reste importante. À partir de là, je ne vois pas pourquoi on lèverait l'état d'urgence. C'est un piège dont nous ne parvenons pas à sortir, a dit hier soir Cécile Duflot.
Ouais, moi je sais l'état pas. d'urgence. Oui, je pense qu'il faut prendre au sérieux et on peut avoir des vrais différends avec l'exécutif et avec le gouvernement sur ce sujet. Moi, je fais confiance à l'exécutif parce qu'ils ont des informations qu'on ne peut pas avoir et qu'il est normal que nous n'ayons pas au Parlement. Ou que chacun et les moyens puisse l'avoir. ordinaires ne suffisent pas. Les moyens ordinaires de la justice et de la police ne suffisent pas pour faire face à la menace, d'après vous? Je ne pense pas aujourd'hui, c'est du moins ce que nous a dit le Premier ministre. Peut-être qu'on devra d'ailleurs dans l'avenir doter nos moyens de renseignement, nos forces de police et de sécurité de moyens supplémentaires pour éviter d'être dans cette reconduite de l'état d'urgence. Mais la menace terroriste, et qui d'autre que le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le Président de la République peuvent avoir ces informations? C'est eux qui les ont et nous disent que la menace est présente. À partir de là, il faut mettre l'état d'urgence. Gilles Manchlein. L'organisation Greenpeace manifeste actuellement devant le siège d'EDF. Elle dénonce un endettement colossal de l'entreprise. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour vous? Vous savez, les interventions de Greenpeace, bon, honnêtement, ça m'avait un peu échappé. Cette manifestation m'avait un peu échappé. Le siège est bloqué, les salariés n'ont pas accès là ce matin. On n'y avait pas tout à l'heure en tout cas accès. Je n'attache pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de considération en règle générale pour Greenpeace. Ah bon? Et sur le type d'actions qu'ils mènent, sont souvent des actions qui sont dans un cadre de provocation. Ils vont dans des lieux plutôt sécurisés. Voilà, c'est le siège avenue de Wagram. Parfois, il pose des problèmes. L'endettement d'EDF. Oui, en fait, oui, c'est le rôle de Greenpeace. Nous, Greenpeace, ça ne nous intéressait pas tellement, mais l'endettement d'EDF, c'est pas un problème. Oui, mais l'évolution de cette société publique, c'est pas. Il y a beaucoup de choses qui se disent et s'écrivent là-dessus. Bien sûr. Pas plus que ça. Ça vous aime pas plus que ça. Pas ce matin. Non, pas ce matin. Pas ce matin. Je suis pas sur Greenpeace ce matin. Non, parce que non, mais on traque. Vous voyez, vous parliez de la sécurité sociale, les déficits, tout ça. On traque les déficits partout où ils existent. Un jour, on regardera ce qui se passe à EDF. Il y a un nombre. Ah oui, non, mais attendez, mais ça, c'est un autre sujet. Mais la qualification, la compétence de Greenpeace sur ces sujets, bon, je suis un peu interloqué, je pense. Un peu interloqué. Et le vote à 16 ans, par exemple, est-ce que ça vous intéresse? Ça, l'UNL, l'organisation lycéenne, propose le vote à 16 ans ce matin. C'est la une de nos confrères du Parisien. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Non, j'y suis pas favorable. Voilà, en même temps, je ne vais pas vous dire que j'ai un avis très tranché, mais je ne vois pas aujourd'hui l'intérêt. D'ailleurs, je n'ai pas le sentiment que ce soit très partagé chez les étudiants. J'ai zappé ce matin sur quelques radios, prendre quelques témoignages, et c'est... j'ai pas le sentiment que ce soit une demande très majoritaire. Hier, par exemple, ça fait partie des propositions qu'il fait dans un livre à destination des candidats socialistes. Moi, je n'y suis pas favorable. Voilà. Qu'en pense François Fillon? Vous savez pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas poser la question. On lui demandera. On lui posera la question. Je ne suis pas favorable. Je pense que l'engagement dans la société à 16 ans peut se faire de notre nature, d'abord dans le milieu associatif. Et le fait de voter, est-ce que c'est une forme d'intégration à 16 ans? Moi, je suis très sceptique. Je pense qu'on peut imaginer, vous voyez, pour les jeunes, beaucoup d'autres choses. J'avais travaillé à une époque sur l'idée d'un passeport jeune, qui était de dire, eh bien, à 16 ans, on pourrait accompagner les jeunes pour l'abonnement à un quotidien, pour inciter à un déplacement dans un des pays d'une langue, la première langue étrangère que l'on apprend, de pouvoir accompagner pour faire des déplacements dans ces pays. On peut imaginer beaucoup de choses pour faciliter l'implication, l'intégration des jeunes, mais je ne suis pas sûr que le vote à 16 ans, et après, pourquoi à 16 ans, pourquoi pas à 15, pourquoi pas à 14, je veux dire, bon, on arrête tout, quoi. L'opinion publique est évidemment de plus en plus soucieuse d'honnêteté dans la vie politique. Ça fait partie des débats que nous avons sans cesse. Vous présidez le groupe des Républicains. Hier, nous est tombé dessus. L'actualité nous a fourni ça. Encore une histoire abracadabrante à Levallois-Perret qui concerne Patrick Balkany, un mariage, une opération financière, immobilière derrière, enfin, encore Patrick Balkany. Quand on préside un groupe... Je crois que c'était la référence à Jean-Marie Le Guen que vous alliez me faire, non? Non, là, je vous parlais de Patrick Balkany. Ouais. Hier matin, c'était Patrick Balkany. Ouais. Quand on préside un groupe... C'était la semaine dernière, je suis d'accord. Oui, ou celle d'avant, je ne sais pas. Oui. Mais là, on a le patron du groupe républicain en face de nous. Hein. Oui, alors, oui, quand on entend parler sans cesse de Patrick Balkany, on se dit quoi dans votre position? Parce que vous l'avez entendu hier matin, comme nous, cette histoire. Oui, mais je n'ai pas plus d'informations que vous m'en donnez là. Donc j'ai entendu effectivement juste encore une.
Vous vous dites zut encore une? Non. C'est pas gênant à force. D'abord, si vous faites allusion à son mandat parlementaire, Patrick Balkany, moi que j'ai toujours soutenu son investiture et je l'avais soutenu pour être investi la prochaine fois. Il a lui-même décidé de se retirer et de ne plus être candidat aux législatives. Après, sur le reste, là aussi, vous savez, la justice passer. Oui, laissons la justice passer, parce que le nombre de fois on met en pâture tel ou tel et après on se dit bon. Jacob, juste pour finir sur mes fantasmes et la caricature, parce que c'est important. Je tiens à votre disposition les 3 premières pages du rapport de 16 pages qui a disparu du site internet. 16 pages. Et il a disparu depuis dimanche. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est l'AFP. Donc ça s'appelle « Vers un système de santé fondé sur la liberté et la responsabilité ». C'est pas 3 lignes. Voilà. C'est juste pour vous dire que j'ai pas de fantasme. Mais attendez, mais je pense que les 16 pages... Oui, d'abord, c'est dommage. Je le regrette. En matière de sécurité sociale, j'en ai peu. Vous savez, c'est important d'avoir une vie intérieure forte. Mais sur les références auxquelles vous faisiez allusion, c'était à 3 lignes. Maintenant, il y a tout ce document. Mais François Fillon vous le dédicacera avec plaisir. Allez, l'alerte enlèvement. J'intercéderai. Merci beaucoup et à demain.